Bonjour. Est-ce que vous arrivez à voir les diapos? Très bien. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le même cours, c'est les entérobactéries. On va voir la deuxième partie. Donc le cours, ce ne sera pas très long, donc il n'y a pas beaucoup d'informations parce qu'on a déjà fait la majorité. Alors, on a fait les E. coli, Yersinia pestis et les salmonelles. Maintenant, on va faire les Shigella. Alors, les Shigella, la Shigella comprend, selon les caractères biochimiques et antigéniques bien sûr, on la subdivise en 4 sous-groupes. Généralement, nous, on les appelle espèces, donc 4 espèces. Premièrement, Shigella dysenterie, Flexneri, Boïdie et Sonei. Donc, il y a 4 espèces. L'habitat Shigella est une hôte du tube digestif, soit du porteur sain ou des malades. Donc, c'est une bactérie qui infecte que l'homme. On la retrouve dans le tube digestif des porteurs sains, parce qu'il existe des porteurs sains, bien sûr, et les malades. Donc, la contamination se fait à partir des selles des patients, des porteurs sains ou des malades. Tout ce qui est caractère bactériologique, il n'y a pas beaucoup d'informations parce qu'elle fait partie des entérobactéries, donc automatiquement, c'est des bacilles à gram négatif. Elle est immobile. Les caractères culturaux, donc elle pousse à 37 degrés sur gélose nutritive, ce n'est pas une bactérie exigeante parce que c'est une entérobactérie. Sur milieu ectoène, on a des bactéries, des colonies plutôt vertes, sans centre noir. Ce que vous voyez à gauche, c'est les colonies de Shigella flexneri. Ce que vous voyez à droite, ça c'est les colonies de Salmonelle. Donc c'est des colonies vertes avec un centre noir. Là, c'est seulement des colonies vertes parce qu'elle est, premièrement, lactose saccharose négative et H2S négatif. Donc automatiquement, on n'aura que des bactéries, que des colonies de couleur verte. C'est-à-dire, elle n'a pas acidifié le milieu. Ce qui est des caractères biochimiques, elle est catalase positive, glucose positif, bien sûr, c'est une entérobactérie, sans production de gaz. Lactose et saccharose négatif, comme vous voyez sur le schéma du TSI, le culot, il est jaune, donc elle a fermenté le glucose, et la pente, elle est rouge, parce qu'elle n'a pas utilisé, elle n'a pas dégradé le lactose et le saccharose, pas de production d'acide, pas de virage du milieu. Elle est H2S négatif. Bon, RM positif, TDA négatif, citrate négatif, et l'indole, il est variable. Donc, l'indole, parfois, il est positif dans certaines espèces et il est négatif dans d'autres. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est glucose positif, lactose négative, H2S négatif, c'est déjà pas mal. Ça, c'est un tableau qui résume les caractères différentiels entre les Shigella, mais c'est un tableau, bon, c'est pas pour vous, c'est juste à titre d'information, comment on fait la différence entre une dysenterie, flexnérie, boïdie, mais nous, généralement, on n'utilise pas ces caractères biochimiques, mais on utilise directement l'agglutination avec des antisérums qui nous donnent directement l'espèce. Donc, ce tableau-là, c'est juste à titre d'information, c'est pas la peine d'essayer de l'apprendre. Pour la structure antigénique des Shigella, on a deux types d'antigènes. On a l'antigène somatique et l'antigène d'enveloppe. Ici, il n'y a pas d'antigène H, parce que la bactérie, pourquoi? La bactérie, elle est immobile, donc elle n'a pas de flagelle. Donc automatiquement, pas d'antigène H. On n'a que l'antigène O somatique et les antigènes de l'enveloppe. L'antigène O somatique permet de subdiviser en sérotypes et parfois en sous-types. Donc on peut distinguer entre les groupes en utilisant l'antigène somatique. Et on a l'antigène K, qui est de l'enveloppe thermolabile, mais il rend l'antigène O inagglutinable. Lorsqu'on a l'antigène K, donc on ne peut pas avoir une agglutination avec les antisérums pour l'antigène O. Donc il existe plusieurs antigènes K selon l'espèce. On a 8 pour dysenterie, 5 pour flexnérie et 11 pour boïdie. Les substances élaborées. Donc, les Shigella, c'est des bactéries qui élaborent quand même des toxines. Donc, on a deux types de toxines. Premièrement, les toxines de nature polysaccharidique, lipopolysaccharidique, ce qu'on appelle les LPS. Donc, c'est des endotoxines, des grammes négatifs. Presque toutes les bactéries grammes négatifs possèdent ces endotoxines-là, qui se trouvent à l'intérieur. Une fois la bactérie détruite, elle libère ces endotoxines, causant un choc anaphylactique, etc. Deuxième type de toxine, une toxine de nature protéique. C'est une endotoxine, c'est une toxine, bon, thermolabile. C'est une endotoxine thermolabile. Elle a une action cytotoxique. Elle causerait la mort des cellules épithéliales du côlon. Neurotoxique. Une fois injectée à la souris, elle entraîne une paralysie.
et entérotoxique. Cette toxine protéique a une activité cytotoxique et entérotoxique et produite essentiellement par Shigella dysentery, d'où la gravité de la pathologie. On a plusieurs Shigelles. Par exemple, dysenterie, c'est la plus grave. Elle est responsable des infections graves parce qu'elle a une toxine cytotoxique, neurotoxique et entérotoxique qui est plus ou moins grave. Les autres Shigelles donnent une maladie plus ou moins grave par rapport au Shigella dysentery. Donc, c'est moins grave par rapport au Shigella dysentery. Ça, c'est juste un schéma qui élabore, qui illustre le mécanisme d'infection. Donc, la Shigelle donne une invasion. Elle se multiplie dans les macrophages. Elle active les macrophages, donnant l'apoptose. Pour ce qui est de la clinique, ce qu'on appelle la dysenterie bacillaire. La dysenterie bacillaire, elle est due à Shigella, principalement dysenterie, mais même les autres. Donc, on a quoi? On a une douleur colique, on a de la fièvre et on a une diarrhée glaireuse-sanglante. Lorsqu'on observe la présence de fièvre pour une diarrhée, par exemple, une gastroentérite avec fièvre, la fièvre témoigne quoi? La fièvre témoigne l'invasion de la muqueuse. Donc, il y a quand même destruction. Il y a d'autres pathologies, d'autres bactéries, par exemple, responsables de toxi-infection, comme je vais prendre l'exemple du vibrio cholérique. La choléra est une infection grave, mais il n'y a pas de fièvre. Pourquoi? Parce que la toxine va agir d'une façon, en quelque sorte, entre parenthèses, pharmacologique. La toxine va agir sur des récepteurs, laissant sortir l'eau et les sels minéraux. Donc, automatiquement, on a une diarrhée importante et déshydratation, mais pas de fièvre, parce qu'il n'y a pas de destruction de la muqueuse colique. Mais là, pour les dysenteries bacillaires, on a une destruction. C'est pourquoi on a de la fièvre, on a de la glaire et on a du sang avec des douleurs. Donc, la fièvre témoigne généralement une invasion. Il existe des formes atténuées caractérisées par une simple diarrhée. Donc, on peut avoir une dysenterie bacillaire franche avec fièvre, tout ce qui va avec, mais on peut également avoir une forme atténuée, c'est-à-dire une simple diarrhée accompagnée de douleurs coliques et de fièvre. Le problème sera réglé dans 2 à 3 jours, parfois même sans traitement. Ça, c'est des formes atténuées. Donc, on a des formes graves, on a des formes atténuées. Les Shigella peuvent donner également des toxi-infections alimentaires, moins graves que la dysenterie bacillaire, sont généralement dues à Shigella sonnei. Donc on aura des vomissements, des diarrhées, mais sans signe de gravité. Il existe également des porteurs sains, même avec Shigella dysenterie. Ils font aucun symptôme. La Shigella est là au niveau du tube digestif, elle est en train de contaminer l'environnement, mais sans faire la maladie. C'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Donc il y a toujours un équilibre entre le système immunitaire et les moyens de défense et la Shigella. Pour le diagnostic, principalement c'est la coproculture, hein, parce que la Shigella donne une infection localisée au niveau du tube digestif, pas comme les salmonelles. On a dit que les salmonelles, par exemple la typhoïde, le diagnostic, on peut le faire soit par coproculture, soit par hémoculture, parce que l'infection, elle est généralisée. Mais dans ce cas-là, pour les Shigella, l'infection, elle reste localisée au niveau du tube digestif. Donc, automatiquement, le meilleur moyen pour l'isoler, c'est la coproculture. Donc, isolement des Shigella se fait toujours par alectoène direct. Parce que pour la coproculture, vous allez le faire au deuxième trimestre, je crois. C'est les conduites à tenir. Pour une coproculture, on va faire une suspension des sels, on va ensemencer le milieu ectoène, ce qu'on appelle ectoène direct, c'est-à-dire ensemencé par les sels. Mais on peut utiliser également ce qu'on appelle le milieu sélénite. C'est un milieu d'enrichissement pour les shigelles et les salmonelles. C'est un milieu liquide. On ajoute les sels. Ce milieu va faire quoi? Il va inhiber les autres entérobactéries et les autres bactéries et il va enrichir que les shigelles et les salmonelles. Donc, pour augmenter la chance d'isoler la bactérie. Parce que dans une selle pour la coproculture, on n'a pas, si on a par exemple une infection à Shigella, la Shigella elle est là, mais également il y a des E. coli, il y a des Proteus, il y a des anaérobies, il y a des staph. Donc dans les selles, on a minimum une vingtaine, trentaine d'espèces. Donc pour isoler Shigella, on est obligé de lui donner plus de chance. Pour lui donner plus de chance, on utilise un milieu d'enrichissement, ce qu'on appelle milieu sélénite ou milieu SS. Il y a plusieurs types de milieux qui va laisser pousser que la Shigella. Donc la Shigella et les salmonelles, bien sûr, vont augmenter de nombre et ça sera beaucoup plus facile de l'isoler. Mais généralement, on isole les Shigella directement à partir de l'ectoène direct. Donc, si on retrouve sur l'ectoène,
On aura bien sûr des colonies lac plus. Nous, ce qui nous intéresse pour isoler la shigelle, c'est les lactoses moins, c'est-à-dire les colonies vertes sur ecto-1, sans un centre noir. On va piquer ces colonies et on va essayer de les identifier. On va faire une TSI, urée. L'urée, elle est négative. La TSI, donc, on aura la pente négative, c'est-à-dire lactose et saccharose négative. Et on aura glucose positif. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de H2S. Donc, dans ce cas-là, on est devant les caractères biochimiques du Shigel. On va confirmer par l'agglutination. L'agglutination, l'agglutination, on va faire quoi? Pour l'agglutination, on a des antisérums. Donc, des antisérums qui contiennent des anticorps monoclonaux fixés sur des billes de latex pour rendre l'agglutination visible à l'œil nu. Donc, ces anticorps, on a des anticorps antisérums pour dysenterie, flexnérie, boïdie, etc. Donc, on va mettre en contact ces colonies de Shigel, ces colonies suspectes d'être des Shigel avec les antisérums. Et on va mélanger, on va attendre quelques secondes. Généralement, on aura une agglutination. S'il s'agit par exemple des Shigella dysenterie, on aura des agglutinations avec le sérum anti-dysenterie, etc. Et comme ça, on confirme. Si l'agglutination elle est négative, donc il s'agit d'une autre bactérie qui n'est probablement pas pathogène. Pour le traitement, c'est pallier les pertes hydrominérales, c'est l'hydratation par perfusion ou par voie orale parfois. Donc, et le traitement, c'est selon l'antibiogramme. Donc, on fait un antibiogramme. Selon l'antibiogramme, on va donner un traitement, surtout pour les cas de Shigella dysenterie où l'infection elle est plus ou moins grave et bien sûr pour éradiquer le portage. Parce que parfois, on est obligé de donner des antibiotiques pour éradiquer le portage. La prophylaxie, c'est l'hygiène, eau et alimentation. Par exemple, la recherche de salmonelle et Shigella, elle est demandée systématiquement chez les travailleurs dans les restaurants. Parce que il faut dépister les porteurs sains. Pour les travailleurs des restaurants, par exemple les cuisiniers, etc., on demande chaque année, je crois, ou avant c'est-à-dire d'entamer le travail, on demande une coproculture à la recherche de salmonelle et de Shigella. C'est-à-dire, c'est pas à la recherche de la maladie, mais à la recherche des porteurs sains. Parce que quelqu'un qui a salmonelle et Shigella dans le tube digestif, il y a risque de contaminer les aliments, donc risque de donner des toxi-infections alimentaires collectives. Donc, cet examen de coproculture à la recherche des salmonelles et Shigella est demandé systématiquement chez les cuisiniers, beaucoup plus. Maintenant, on a terminé tout ce qui est entérobactéries responsables de pathologies, c'est-à-dire des pathogènes stricts. Maintenant, on va passer aux entérobactéries opportunistes responsables d'infections nosocomiales et d'infections urinaires. Donc là, la symptomatologie elle est moins grave, elle n'est pas spécifique. Donc il y a plusieurs groupes. Premièrement, on va commencer par le groupe des protés ou ce qu'on appelle les protéus. Alors la tribu des protés ou groupe protéus, on a trois genres, Proteus, Morganelle et Providentia. Donc ces trois genres constituent la tribu des protés. C'est des genres différents, mais ils ont quelques caractéristiques biochimiques et c'est-à-dire qu'ils les regroupent dans le même groupe des entérobactéries. La classification, elle est basée sur l'étude génétique, bien sûr. Donc, on a premièrement le genre Proteus, avec deux espèces. Il y a plusieurs espèces, mais les plus souvent rencontrées en pathologie humaine, on a la Proteus mirabilis et vulgaris. Pour Morganelle, on a une seule espèce, Morganella morgani. Providentia, on a plusieurs, mais les plus importantes, c'est Stuartii, Ridgeri et Califaciens, donc trois espèces. Le genre Proteus, on va commencer par le genre Proteus. Les caractères bactériologiques. Le genre Proteus, il est facilement reconnaissable sur une boîte de culture. Premièrement, c'est des bacilles à gram négatifs, c'est logique, mobile, très polymorphe parce qu'on retrouve parfois des bacilles, parfois de longs bacilles, parfois de petits bacilles à gram négatifs. Mais on le reconnaît facilement sur une boîte de culture parce qu'il y a ce qu'on appelle l'essaimage. Comme vous voyez sur le schéma ici, ça c'est la colonie de Proteus au centre. Il y a en quelque sorte des vagues, comme vous voyez. Des vagues qui commencent à partir de la colonie. Ça c'est ce qu'on appelle l'essaimage ou les vagues de Proteus. Il y a un envahissement du milieu de culture. Parce que la colonie de Proteus, une fois sur le milieu de culture, elle pousse, elle donne ces vagues-là. Ils sont caractéristiques de Proteus, en plus de l'odeur. Proteus a une odeur caractéristique. Une fois on ouvre la boîte,
on le reconnaît directement parce que l'odeur, elle est caractéristique. C'est une mauvaise odeur caractéristique de Proteus. Donc, et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'essaimage sur GN. Ça, c'est la colonie et ça, c'est l'essaimage. Donc, les protéus se définissent bien sûr comme des bactéries ayant une réaction TDA positive et dégradent l'urée. Lorsqu'on est devant une bactérie lactose, une entérobactérie, un bacille à gram négatif, en général, lactose négatif et TDA positif, on est dans 90% des cas devant un protéus. Donc, on va bien sûr suivre l'identification biochimique pour avoir l'espèce. Elle est responsable de deux types d'infections communautaires, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, et des infections associées aux soins ou infections nosocomiales au niveau de l'hôpital. Pour les infections communautaires, il donne principalement des infections urinaires chez l'enfant par manque d'hygiène parce que c'est un germe qui se retrouve au niveau du type digestif, les infections urinaires chez les diabétiques et parfois des otites moyennes chroniques, mais il n'est pas responsable d'un très grand nombre d'infections communautaires. Beaucoup plus, elle est responsable d'infections nosocomiales à l'hôpital. Pardon. Des infections urinaires principalement, des infections sur plaies opératoires par manque d'hygiène, notamment chez les brûlés. Donc, c'est une bactérie responsable principalement d'infections nosocomiales. Il peut donner des bactériémies à partir d'un foyer urinaire, c'est-à-dire une infection urinaire, passage vers le sang, il va donner une bactériémie, digestif ou cutanée. Des méningites néonatales, bon, c'est plus ou moins rare, mais on peut avoir également des infections respiratoires, des surinfections de dermatose, des infections respiratoires principalement au niveau de réanimation, c'est-à-dire le patient il est intubé, donc automatiquement il y a introduction du germe, les cils vibratiles, etc., les moyens de défense sont altérés, donc automatiquement on peut développer une infection respiratoire. Mais il peut donner n'importe quel type d'infection, surtout au niveau de l'hôpital, c'est des bactéries opportunistes. Deuxièmement, c'est le genre Morganelle. On est toujours dans les protéus, anciennement appelé Proteus morgani, mais l'étude génétique a classé Morganella morgani comme une espèce à part. Le pouvoir pathogène, donc elle est souvent responsable d'infections urinaires. Elle peut également être isolée de d'autres sites anatomiques selon le type, c'est-à-dire de tare. Si on a par exemple un cathéter, on peut avoir une bactériémie, une sonde urinaire, une infection urinaire, etc. Troisièmement, on a le genre Providencia. Providencia, on a trois espèces. On a Providencia stuartii, Ritgeri et Alcalifaciens. Le pouvoir pathogène, c'est des germes à l'origine d'infections également urinaires nosocomiales, mais on peut avoir d'autres types d'infections. Donc, elle est principalement isolée chez les sujets immunodéprimés, greffés et brûlés. Parce que les brûlés, il y a pas la pointe n'est pas là, donc il n'y a pas de protection. Donc, le sujet devient très fragile et très sensible à l'infection. On peut avoir principalement l'infection à Pseudomonas aeruginosa, c'est la première responsable des infections des brûlés, mais également les entérobactéries, par manque d'hygiène, etc. On peut avoir des infections. Et il y a également les greffés, parce que les greffés sont sous immunosuppresseurs, donc ils sont fragiles aux infections opportunistes. On passe maintenant, on a fait les protéus, on passe maintenant à un autre groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe KOS, c'est-à-dire Klebsiella, Enterobacter et Serratia. On a trois espèces. Bon, la classification, on a le genre Klebsiella avec deux espèces, Klebsiella pneumoniae et Klebsiella oxytoca. Enterobacter, deux espèces les plus importantes, Aerogenes et Cloacae, mais il y a d'autres entérobactères, il y a d'autres Klebsiella, mais ils ne sont pas responsables d'infection chez l'homme. Et le troisième genre, c'est Serratia marcescens. Pour les Serratia, on a une seule espèce. Le genre Klebsiella, surtout pneumoniae, sont retrouvés dans la nature, mais elles peuvent coloniser, c'est-à-dire la peau, les muqueuses, les voies respiratoires supérieures. Pour ce qui est du caractère bactériologique, c'est toujours des bacilles grammes négatifs, mais immobiles, souvent encapsulés. Donc, pour le pouvoir pathogène, Klebsiella pneumoniae par exemple, et même Oxytoca ont des facteurs de virulence. Donc, c'est la capsule. La capsule, elle va faire quoi? Elle va empêcher la phagocytose et s'opposer à la pénétration des antibiotiques. Elle va protéger la bactérie contre l'action bactéricide du sérum.
L'action bactéricide du sérum, c'est l'action du complément, bien sûr. Elle va empêcher l'action bactéricide du complément. Deuxièmement, elle a des pili qui permettent la fixation et l'adhésion. Donc, grâce à leur propriété d'adhésion, ils jouent un rôle de la pathogénèse des infections urinaires. On a dit que les pili sont indispensables en quelque sorte pour avoir une infection urinaire. Donc, l'Ebsiella pneumoniae oxytoca sont à l'origine des infections broncho-pulmonaires aiguës et subaiguës. On peut avoir une infection pulmonaire avec l'Ebsiella pneumoniae, surtout chez les patients hospitalisés en réanimation, les patients fragiles, les patients avec une mycoviscidose. C'est vrai, la mycoviscidose, principalement, c'est Pseudomonas qui est responsable d'infection, mais on peut avoir d'autres types d'infections. Chez les patients sous corticoïdes, etc., on peut avoir une infection broncho-pulmonaire. On peut avoir également des infections urinaires parce que c'est des bactéries qui ont des pili, donc qui permet l'adhésion aux muqueuses urinaires. On peut avoir des infections hépato-vésiculaires. L'origine, c'est le tube digestif. La bactérie se trouve au niveau du tube digestif. On peut avoir une infection hépato-vésiculaire. Également des infections péritoniales, post-opératoires. Suite à une chirurgie sur le tube digestif, on peut avoir une infection au niveau du péritoine. Les péritonites, c'est des infections très très graves. On a également des septicémies chez les sujets présentant des tares, surtout en réanimation. On a des infections péritoniales chez les patients dialysés par dialyse péritoniale, bien sûr. Parce qu'il y a deux types d'hémodialyse. Il y a l'hémodialyse par les appareils en utilisant une machine. Il y a le dialyse péritonéal. Donc, on place une poche de dialyse au niveau du péritoine. Et le péritoine va agir comme quoi? Comme une membrane dialysante. Mais il y a un contact avec l'extérieur, donc automatiquement, il y a beaucoup d'infections. Et on peut avoir des infections sur cathé, donc porteur d'un cathé, donc automatiquement le cathé est en contact direct avec le sang. Si le cathé est infecté par Klebsiella par manque d'hygiène, automatiquement on aura une septicémie. Le genre Enterobacter, c'est des bactéries extrêmement mobiles, c'est des bactéries mobiles à l'encontre des Klebsiella qui sont des bactéries immobiles, se cultivent rapidement sur les milieux usuels. C'est des pathogènes opportunistes toujours, isolés de prélèvements des patients hospitalisés. Enterobacter, on le retrouve 99% chez les patients hospitalisés. Le pouvoir pathogène, c'est un germe de l'environnement et se comporte comme un pathogène opportuniste, bien sûr, chez des patients hospitalisés, chez des patients présentant des tares, nouveau-nés, les prématurés, les polytraumatisés, les brûlés, leucémiques, parce que c'est des patients immunodéprimés, des malades sous traitement immunosuppresseur. Donc, comme vous voyez, c'est des bactéries pathogènes opportunistes. Pour le genre Serratia, on a le chef de file qui est Serratia marcescens. Donc, pour la physiopathe, elle est considérée toujours comme un germe opportuniste. C'est un agent d'infection nosocomiale. Bon, isolé des urines, des prélèvements respiratoires, puis le sang. On peut avoir n'importe quel prélèvement, surtout chez les patients dans les unités de soins intensifs, c'est-à-dire la réanimation. Les facteurs de risque étant la pose d'un cathé, d'une sonde urinaire, sonde d'intubation, la respiration assistée, l'antibiothérapie à large spectre, etc. Donc même l'antibiothérapie à large spectre, elle va faire quoi? Elle va détruire la flore. Laissons place, par exemple, si on est devant une Serratia. Serratia, quand même, elle a beaucoup de résistance. Si on donne, par exemple, à un patient beaucoup d'antibiotiques, on va faire quoi? On va détruire la flore digestive. On va laisser que les bactéries résistantes au traitement donné. Donc, une fois la bactérie elle est là, elle est seule, elle peut se multiplier, donnant une infection, parfois seulement au niveau du tube digestif, avec des diarrhées, ce qu'on appelle les diarrhées post-antibiotiques, parce qu'on a détruit la flore, donc automatiquement on aura une bactérie résistante qui va se développer, donnant des diarrhées. Et on peut avoir d'autres types d'infections. Par exemple, des infections généralisées, c'est-à-dire des septicémies, des infections urinaires, parce qu'on a laissé la place à cette bactérie de se multiplier. Et il s'agit d'une bactérie résistante. Donc, le problème est encore plus grave. Les facteurs de virulence, c'est une bactérie qui a des protéases, qui ont un rôle dans le développement des kératites, par exemple, chez les sujets porteurs de lentilles.
parce que c'est une bactérie. Les entérobactéries avec Pseudomonas sont responsables des infections oculaires chez les porteurs de lentilles par manque d'hygiène. Et même si on utilise un antiseptique, il faut savoir que certaines entérobactéries avec Pseudomonas sont résistants aux antiseptiques, à certains antiseptiques bien sûr, utilisés pour nettoyer les lentilles. Donc automatiquement, on aura quoi? Une infection oculaire. Et on a vu plusieurs cas d'infection oculaire, bien, principalement à Pseudomonas, chez les porteurs de lentilles par manque d'hygiène. Donc, ces raciales peuvent donner même des kératites, qui sont des infections plus ou moins graves, hein. Bon, on a terminé le cours des entérobactéries. Il ne restait pas beaucoup de choses à dire. Maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant la première partie ou la deuxième partie? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements sur certaines parties du cours? Maintenant, je vous laisse poser des questions ou si vous avez besoin d'éclaircissements sur quelques parties. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le cours passé ou sur le cours là? Est-ce qu'il y a des choses bon, qui nécessitent que je le refais tout était clair? Vous n'avez pas de questions? La partie sur la dysenterie bacillaire. OK. La dysenterie bacillaire, c'est quoi? Elle est due à Shigella, principalement dysenterie. Shigella dysenterie, une fois au niveau du tube digestif, elle va faire quoi? Elle va attaquer la muqueuse colique. Donc, elle va détruire les cellules de la muqueuse digestive, donnant une fièvre, parce qu'il y a quand même une invasion. Avec des diarrhées, le sang, c'est à cause de l'invasion, c'est-à-dire la destruction des cellules, et également la glaire, c'est la destruction des cellules digestives. Donc le système immunitaire, il sera recruté pour lutter contre l'infection, on aura de la fièvre automatiquement et des glaires. Donc ça, c'est la dysenterie bacillaire. Il y a également des toxines. On a dit que la bactérie produit des toxines, une toxine cytotoxique, donc elle va causer la mort des cellules épithéliales du côlon. Et, bon, neurotoxique, il va causer des paralysés, mais pas toujours. Et entérotoxique, donc automatiquement, l'infection, elle est plus ou moins grave. Mais chez certains individus, il existe des formes atténuées. Chez certains individus, ils ne font pas cette forme de dysenterie bacillaire. Peut-être leurs moyens de défense sont plus importants, peut-être la flore à protéger quand même. Donc, on aura des... Vous arrivez à suivre? Pardon, parce que je crois qu'il y avait un problème de connexion. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous arrivez à me suivre maintenant?